Bonjour à tous, feuilleton les pages de l'actualité. Le 23h a commencé par les titres et cette rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et la ministre fédérale des Affaires étrangères d'Allemagne. La coopération bilatérale passée en revue, l'actualité sous-régionale et internationale également évoquée. L'Allemagne veut renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines. Elle est aussi en Côte d'Ivoire. La directrice de l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation, Gavi, a été reçue par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Sania Nishta salue l'engagement du gouvernement ivoirien en faveur du bien-être des populations à travers notamment le financement propre de la vaccination contre le paludisme. Et puis ce soir, dans notre dossier EcoPlus, coup de projecteur sur le financement des minéraux essentiels. Un défi majeur à relever, le manque d'investissement dans le secteur minier menace la transition énergétique, un véritable handicap dans la lutte contre le réchauffement climatique. La lutte contre le changement climatique fait partie justement des points abordés entre le président de la République Alassane Ouattara et la ministre fédérale des Affaires étrangères d'Allemagne, reçue ce mardi à Abidjan. L'Allemagne veut renforcer son partenariat avec la Côte d'Ivoire dans ce domaine. Entre autres sujets abordés, l'économie et l'actualité sous-régionale et internationale. On voit cela avec Mama Traoré. C'est de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville que la ministre fédérale des Affaires étrangères d'Allemagne a relié la résidence du chef de l'État à Abidjan-Cocody. Ce séjour de 24 heures qu'elle effectue à Abidjan est une nouvelle opportunité de renforcer le partenariat ivoiro-allemand déjà solide. Depuis quelques années, la Côte d'Ivoire bénéficie du Compact with Africa, ce programme lancé en 2017 lors de la présidence allemande du G20 afin de promouvoir l'investissement privé en Afrique. L'Allemagne est prête à intensifier cette dynamique. Pour preuve, Annalena Baerbock est venue à Abidjan avec une délégation d'hommes d'affaires allemands. Wie wir in den letzten Monaten und vor allen Dingen Jahren gesehen haben, eine starke Performance zeigt Côte d'Ivoire. Nous l'avons également constaté ces dernières années. La Côte d'Ivoire fait preuve d'une performance très impressionnante, pas seulement dans le domaine du foot. Après de longues années de guerre civile, les Ivoiriennes et Ivoiriens ont créé une démocratie stable. La Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui de l'une des économies les plus performantes de l'Afrique de l'Ouest, bien que les défis en matière de pauvreté et de chômage de jeunes persistent, et bien évidemment, nous en avons également parlé. Donc, ce développement jeune, dynamique, fait également en sorte que nous ne soyons pas surpris que le nombre des entreprises allemandes en Côte d'Ivoire a été multiplié par 3 en 3 ans. Donc, pour cela, on a besoin d'une infrastructure fiable, c'est important, et nous sommes en étroit échange en la matière, surtout au niveau de l'Union européenne. Vous savez que l'Allemagne est active au niveau mondial en ce qui concerne le développement des énergies renouvelables. Aussi ici, en Côte d'Ivoire, l'Allemagne et l'Union européenne ont pu soutenir la mise en place de la première grande centrale solaire à Bundiali, et c'était donc une contribution importante, pas seulement pour la protection climatique et pour la réduction des émissions CO2, mais aussi pour l'électrification ici dans le pays. Nous allons continuer avec cette coopération en matière d'énergie renouvelable et d'infrastructures. Faire plus pour sauver le climat, une cause que la Côte d'Ivoire et l'Allemagne ont en partage, de même que la résolution des crises en Ukraine, au Proche-Orient et dans la sous-région ouest-africaine. Je voudrais dire à quel point nous sommes attachés à faire des investissements dans ce domaine, notamment en matière d'énergie solaire. J'ai demandé à Madame si nous pouvions avoir encore plus d'investissements du secteur privé. Et récemment, la centrale solaire de Bundiali a été inaugurée. J'ai demandé qu'il y en ait plusieurs autres pour notre pays. Et en matière de relations régionales, bien évidemment, j'ai expliqué à Madame la ministre des Affaires étrangères nos préoccupations quant aux voisins, de certains de nos voisins où il y a quand même des attaques terroristes, la préoccupation pour les populations de ces pays, et également dire que, bien évidemment, nous souhaitons que ces pays soient
aider dans la mesure du possible au plan humanitaire, car les populations en ont besoin. Et nous avons évoqué aussi les risques que cela pose à la Côte d'Ivoire, surtout à la frontière nord. Comme vous le savez, nous recevons déjà plus de 60 000 réfugiés du Burkina, et ceci est un poids pour l'économie ivoirienne. Et nous sommes pour la liberté, pour la démocratie, pour l'État de droit. Nous pensons que c'est dans un climat de paix que tout cela peut évoluer. Et la Côte d'Ivoire continuera d'apporter son soutien à tout ce qui est promotion de la paix. Et nous souhaitons également continuer d'avoir ces excellentes relations avec l'Allemagne. Annalena Baerbock achève ainsi une tournée ouest-africaine. Avant la Côte d'Ivoire, elle était au Sénégal. Et un peu plus tôt dans la journée, avant cette rencontre, la ministre allemande a visité l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. À son arrivée, elle a été accueillie par le général de brigade Joseph Alla Kwame, directeur général de l'Académie. Cette visite a été marquée par un exercice de démonstration où la ministre a pu s'imprégner des réalités de la formation dispensée au centre. La démonstration a permis de mettre en avant les compétences et les techniques enseignées aux stagiaires pour faire face aux menaces terroristes. La ministre a exprimé son admiration pour le travail accompli par l'Académie et réaffirmé le soutien de l'Allemagne dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Autre volet de l'actualité, l'Alliance Gavi est un partenariat mondial qui favorise l'accès des enfants démunis au vaccin et concerne plus de 70 pays, dont la Côte d'Ivoire. À l'heure de dresser un bilan, Abidjan accueille une rencontre internationale sur le redimensionnement du financement Gavi vers une méthode dite de financement domestique durable. Le Premier ministre Robert Bugré-Mambé a ouvert officiellement les travaux. Franck Kouadiou. En 2000, le Gavi est créé pour favoriser l'accès des enfants des pays pauvres à tout type de vaccin. L'Alliance du vaccin ou Gavi est un partenariat mondial qui apporte à 72 pays en difficulté l'assistance nécessaire. Et cette réunion d'Abidjan qui réunit les ministres de la Santé d'une dizaine de pays autour des différents partenaires revêt une importance particulière. Il est donc primordial d'agir dès maintenant pour vacciner chaque enfant, quel que soit son lieu de naissance, quelle que soit son identité, quel que soit l'endroit où il vit. La transition vers un financement domestique durable de la vaccination est un processus complexe qui nécessite un engagement fort et continu de tous les acteurs. Ces acteurs, ce sont les partenaires de l'Alliance Gavi, l'OMS, l'UNICEF, la Banque mondiale et le CDC, entre autres. L'Afrique se situe au cœur de nos priorités. Nous avons lancé le projet et examiné les différentes opportunités jusqu'en janvier 2026. Les discussions que vous aurez nous permettront de mieux nous aligner sur des décisions futures. La Côte d'Ivoire, bénéficiaire Gavi, porte éloquemment les résultats de cette collaboration, comme le note en visioconférence la directrice régionale Afrique de l'OMS. Cette rencontre ministérielle sera donc le lieu de mieux partager les expériences. Gavi a alloué plus de 12 milliards de dollars à la vaccination en Afrique, soit 58% de son financement total. De même, les pays africains ont contribué au cofinancement des vaccins à hauteur d'un peu plus d'1 milliard de dollars depuis 2008. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour franchir une nouvelle étape dans notre partenariat avec l'organisation Gavi. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, alors que la plupart de nos pays entament cette phase de transition, il est essentiel de partager nos expériences pour affiner nos stratégies de financement et assurer la disponibilité continue et durable des vaccins et intrants de vaccination. Cela nous permettra de préserver nos acquis et de protéger nos populations les plus vulnérables. Le chef du gouvernement Robert Bugré-Mambé, pour sa part, insiste sur la nouvelle impulsion à donner à ce partenariat avec l'Alliance Gavi. Je voudrais donc qu'au sortir de cette importante conférence, nous ayons des cadres d'échange réguliers afin de mettre en place et de coordonner nos actions conjointes dans le sens de la pérennisation de nos programmes de vaccination. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, je voudrais vous assurer que nous reconnaissons l'importance du financement durable
pour assurer la continuité des programmes de vaccination. C'est pourquoi nous travaillons activement à accroître le volume des financements internes et à explorer de nouveaux partenariats avec le secteur privé et certaines organisations internationales. Des échanges entre bénéficiaires de l'Alliance Gavi pour un nouveau modèle de financement. Les attentes sont fortes autour des réflexions ministérielles d'Abidjan. Et en lien avec ce rendez-vous international, la directrice de l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation Gavi a été reçue par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Sania Nishtar salue l'engagement du gouvernement ivoirien en faveur du bien-être des populations, à travers notamment le financement propre de la vaccination contre le paludisme. Jean-Luc Bombo. Sania Nishtar, reçue en audience par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Au cours des échanges avec le chef du gouvernement, la directrice exécutive de l'Alliance mondiale pour les vaccins et l'immunisation, Gavi, a pu mesurer les efforts de la Côte d'Ivoire dans le domaine de la santé publique, notamment les différentes initiatives visant à améliorer la prise en charge des populations ainsi que l'engagement du gouvernement ivoirien à financer la vaccination contre le paludisme avec ses propres ressources. Très aussi encourageant et inspirant vraiment de voir la Côte d'Ivoire qui prend vraiment l'initiative vraiment de aussi financer des épreuves proches, des épreuves proches. L'Alliance Gavi vraiment aimerait vraiment voir la Côte d'Ivoire qui a déjà pris le lead, pouvoir vraiment encourager ses pairs vraiment dans la sous-région pour pouvoir aussi relever dans cette dynamique. Le palu fait des ravages en Afrique et la Côte d'Ivoire n'est pas aussi épargnée. En Côte d'Ivoire, les efforts combinés de l'Alliance Gavi avec ceux de l'État ont permis de vacciner plus de 8 millions d'enfants contre la coqueluche, la diphtérie et le tétanos, et plus de 4 millions d'enfants contre la rougeole. Une contribution qu'a salué le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Contribution qui, révèle-t-il, permettra de prendre en charge 350 000 enfants âgés de 6 à 23 mois dans la lutte contre le paludisme. Créée en 2000 afin d'augmenter l'utilisation des vaccins dans les pays dits à faible revenu, l'Alliance Gavi a permis à plus de 400 millions d'enfants africains de bénéficier de vaccins. Voilà, main dans la main, on peut réaliser de grands projets. Les épouses des militaires l'ont bien compris. Réunies en association, elles se sont retrouvées à Yamoussoukro pour penser autonomisation au cours d'une célébration. Elles ont décidé de mettre en place plusieurs projets. Le plus imminent est l'unité de transformation de manioc à Yamoussoukro. Elles sont soutenues par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Walter Amadou Ouattara. Au moins 1200 invités, toutes des femmes de l'Association des épouses de militaires de Côte d'Ivoire, AEMC. Elles sont venues des 4 régions militaires du pays pour se retrouver au stade du groupement 2 de la garde républicaine de Yamoussoukro. L'une de leurs motivations, communier dans la joie autour des valeurs d'union et d'entraide. Ce rassemblement est placé sous le thème autonomisation, bien-être et leadership des épouses de militaires. Grâce à nos efforts collectifs et à notre détermination, nous avons pu concrétiser un projet, la réalisation d'une usine de production d'Atiéké à Yamoussoukro d'ici la fin de l'année 2024. Cette usine sera un symbole de notre engagement envers le développement économique et social. Elle offrira de nouvelles opportunités d'emploi et de revenus pour de nombreuses familles. Bonne nouvelle pour ces femmes, leur ambition de se prendre en charge s'inscrit parfaitement dans la vision de la haute hiérarchie militaire. À sa tête, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Et j'en profite pour féliciter la dynamique équipe conduite par la présidente Touré Natacha pour tout ce qui est entrepris en ce moment pour que l'AMC, l'Association des épouses de militaires, puisse atteindre ses objectifs. Objectifs que nous gardons en vue, à savoir l'autonomisation des femmes. Vous avez tout notre soutien et le ministre d'État, le ministre de la Défense vous apporte tous ces encouragements. Il m'a chargé de mettre à la disposition du bureau de l'AMC la somme de 5 millions de francs CFA pour vous permettre de continuer à exercer vos activités en toute
sérénité. 15 familles démunies visitées la veille par l'équipe de la présidente nationale de l'AEMC, Natacha Touré, bénéficieront également d'un appui financier de 2 millions de francs CFA. C'est un don de l'état-major général des armées. L'AEMC totalise 2500 membres répartis en 25 sections implantées sur l'ensemble du territoire. Posons nos valises à l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS. Les élèves ont reçu la visite du président de la commission électorale indépendante CEI. Il a été question d'éducation civique électorale. Sidonie Davila. Ils ont afflué en grand nombre dans les amphithéâtres pour s'instruire. La salle principale où se tenait l'événement était pleine à craquer quand d'autres amphithéâtres, également bondés, diffusaient la séance en direct, permettant à tous de suivre la communication de la CEI. Étudiants, formateurs et encadreurs de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS ont suivi la conférence avec un vif intérêt. Tout le monde s'inscrit dans le concept d'Ivoirien nouveau. Ce qui m'a le plus marqué, c'est d'abord la démarche de la CEI qui va maintenant vers la population, les étudiants que nous sommes, pour nous porter certaines informations. Ce fut un rappel sur certains points, mais des informations nouvelles également que nous avons reçues. On vient de voir combien de fois c'est important en tant que jeune, lorsque tu as 18 ans, de t'inscrire sur la liste électorale. Voilà, parce que ça te permet de décider. La satisfaction des étudiants est aussi celle de la direction générale. La connaissance fait le pouvoir et nous tous, nous avons appris. Et ce que je peux dire encore, c'est merci tout simplement, parce que nous avons été tous édifiés. Après un tour d'horizon complet sur les questions électorales, le président de la CEI a souligné l'importance de la participation citoyenne. À vous, les jeunes gens, le pays vous appartient. Vous êtes plein d'énergie, vous avez beaucoup de force. Mais la force, se doit d'être utile. Elle doit être mise au service de la paix. Et la paix, c'est le respect des règles. Et le respect des règles requiert ici que vous veniez vous inscrire sur la liste électorale et donner votre voix dans la légalité aux candidats qui vont correspondre à vos vœux, à vos besoins. Le code électoral et la constitution, ainsi que d'autres documents importants, ont été remis aux étudiants au terme de ces échanges. On en vient à notre dossier EcoPlus, coup de projecteur sur le financement des minéraux essentiels. Un défi majeur à relever, le manque d'investissement dans le secteur minier menace la transition énergétique, un véritable handicap dans la lutte contre le réchauffement climatique. Voici des pistes de solutions à explorer dans ce dossier de Lanciné Bakayoko. Paris, épicentre de la réflexion sur l'avenir de l'industrie minière en Afrique. Dans la capitale française où sont réunis tous les acteurs de la chaîne, les questions liées au financement alimentent les échanges. Le secteur minier est un secteur qui regorge du potentiel, mais ce potentiel, il se trouve en sous-sol. De ce fait, cela nécessite de gros investissements. Donc il faut une bonne stratégie d'abord de maîtrise de l'information pour estimer la quantité des réserves. Ce n'est qu'à la suite d'une bonne estimation des réserves que des investisseurs peuvent être convaincus et ensuite développer une bonne stratégie de mobilisation, de financement, tant sur le plan local qu'à l'international, pour permettre de réaliser des programmes d'investissement dans la recherche d'abord, avant d'arriver aux phases cruciales de développement et d'exploitation. Convaincre les investisseurs à s'intéresser au gisement minier africain, un problème de plus en plus difficile dans un environnement où le financement traditionnel a fortement tari depuis la pandémie mondiale de la Covid-19. Après le Covid, la question du financement est devenue un peu plus complexe, dans le sens où toutes les économies ont été fortement impactés. Ce qui fait que sur les prochaines années, les financements vont être de plus en plus difficiles à avoir, surtout pour les économies qui ne sont pas structurées. Des économies africaines à structurer, mais surtout des modèles à réformater,
qui répondent aux nouvelles exigences basées essentiellement sur la transition énergétique et sur le respect des standards internationaux. Les standards européens ont changé et on exige à partir de 2024, à partir des années qui vont venir, d'avoir une certaine visibilité, une certaine traçabilité d'où les produits viennent et que on ait pris en compte au moins le UN Global Compact, donc tous ces paramètres sur la protection des enfants, sur l'écosystème. Ici, l'important, c'est surtout que nos économies africaines fassent en sorte qu'il y ait une bonne gouvernance achat et que cette gouvernance achat puisse nous permettre également de faire des économies. La transition énergétique en question relègue au second plan les énergies fossiles, le pétrole et le gaz naturel en tête, au profit des minéraux critiques comme le cuivre, le lithium, le nickel, le coltan ou encore le cobalt. Des métaux nécessaires dans la fabrication des voitures électriques et des batteries. Les investisseurs qui viennent pour investir sont tous dans la communauté Loro. Nous voudrions qu'ils soient beaucoup plus présents dans ce qu'on appelle les métaux transition. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons des indices importants, avérés, et que nous attendons leur accompagnement. Cette campagne de promotion des minéraux stratégiques expose à une nouvelle panoplie de risques réglementaires, politiques et financiers qu'il faudra anticiper. C'est l'ensemble du dispositif opérationnel qui a besoin d'être toiletté avec un accent particulier sur la construction des infrastructures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'accès à l'électricité. Pour une activité minière, il faut de l'électricité, du réseau, idéalement branché sur une station hydroélectrique. Il faut éviter évidemment toutes les centrales thermiques, toute la combustion de fuel par exemple, parce que c'est très polluant en réalité. On ne veut pas produire des métaux pour les véhicules électriques qui sont censés être environnementalement plus propres que les voitures thermiques. Or, si l'activité minière est très polluante et consomme énormément d'essence, etc., évidemment, ça ne va pas du tout dans le bon sens. Investir dans les infrastructures de soutien telles que les chemins de fer, les ports et la production de l'électricité, c'est précisément dans cette optique que la Côte d'Ivoire a inscrit son action. Quand on voit l'État comme la Chine, qui veut garder sa position dominante sur les terres rares, sur le mécanisme d'approvisionnement, et aussi les États-Unis ainsi que l'Europe qui veulent sécuriser leurs approvisionnements. Ça montre à quel point ces minéraux-là vont continuer à alimenter la géopolitique de ces années à venir. Au-delà de toutes ces problématiques opérationnelles, il urge de revisiter certains domaines qui relèvent de la souveraineté des États, notamment la fiscalité, pour améliorer l'attractivité du secteur des minéraux critiques. L'investissement minier est un investissement à long terme. Et que pour rendre un pays attractif, il faut une fiscalité attractive et sécurisée. Et pour cela, on utilise toujours, en tout cas les hommes et femmes de droit utilisent ce qu'on appelle les clauses de stabilisation fiscale et de fois parafiscale. Donc c'est le respect justement de cette stabilisation qui est un élément essentiel de la fiscalité. Parce que dans ces clauses, il y a à la fois des taux qui sont convenus, il y a surtout la durée de stabilisation convenue, et deux fois aussi, il y a les étapes. L'autre défi, c'est la transparence. Ce challenge met en lumière la nécessité d'avoir accès à des informations fiables et actualisées sur les différents acteurs, afin d'assurer une visibilité accrue et un contrôle optimal des chaînes d'approvisionnement. Parlons toujours environnement avec ce planting d'arbres de l'ONG Ivoire à Diplomatie Verte qui a mis à contribution des ambassadeurs. La campagne de reboisement a concerné la forêt classée de Soumier à Boisseau, 735 hectares de végétaux renforcés. Didier Nguessan nous en parle. Forêt classée de Soumier dans le département d'Aboisseau. À Kawele, le président du conseil régional du Sud Comoé plante un arbre. Laurent Tchagba, ministre des Eaux et Forêts, en fait de même, imité par le consul du Bénin à Abidjan et les ambassadeurs de la République démocratique du Congo et de la Tunisie en Côte d'Ivoire. Nous nous inscrivons dans cette dynamique d'institutions responsables et engagées pour saluer au plus haut degré l'initiative d'Ivoire Diplomatie Verte sous le thème « Un diplomate, un arbre »
une ambassade, une forêt, en vue de lutter efficacement contre les effets du réchauffement climatique. Excellences, Mesdames et Messieurs les diplomates, merci pour votre promptitude à accompagner IDV dans cette cause. En travaillant main dans la main, nous pouvons restaurer nos forêts, protéger notre environnement et construire un avenir durable pour notre pays et pour le monde entier. Les forêts diplomatiques contribuent à restaurer le couvert forestier national en impliquant le personnel diplomatique. Grâce à vos efforts, nous avons l'opportunité d'accroître un peu plus la couverture forestière de notre pays, qui est à ce jour à moins de 10% de la superficie du territoire national. La présente cérémonie met sans doute en évidence l'enjeu crucial que renferme la reforestation dans les équilibres socio-économiques de la Côte d'Ivoire et également de nos États africains. Des initiatives telles que le planting d'arbres doivent être encouragées puisqu'elles demeurent l'un des moyens les plus efficaces et à moindre coût d'adaptation et de résilience au changement climatique. La gestion de la forêt classée de Soumié a été rétrocédée au Conseil régional du Sud Comoé par le ministère des Eaux et Forêts pour une plus grande implication des populations riveraines. Poussons les portes de la politique à présent et retournons sur cette activité de l'Union des jeunes du RHDP qui s'est rendue dans la ville de Bondoukou pour un meeting. En ligne de mire, la présidentielle de 2025. Il s'agit de mettre les jeunes en ordre de bataille. C'est ce que nous apprend Alexis Ouedraogo. La jeunesse RHDP du Gondougo se mobilise pour les échéances à venir. Le RHDP a toujours misé sur sa jeunesse comme pilier de son action et de son avenir. Chers jeunes, il y a une chose essentielle à faire. C'est de faire en sorte que les enrôlements sur la liste électorale soient un succès au niveau du RHDP. Des mots soutenus par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, coordonnateur régional. Il est de notoriété que nous sommes les plus nombreux en Côte d'Ivoire. Nous devons le manifester à travers l'enrôlement, à travers notre mobilisation. Et je suis convaincu qu'avec vous les jeunes, nous allons atteindre cet objectif. Je suis convaincu qu'avec les femmes, nous allons atteindre cet objectif. Donc, chers jeunes, nous vous faisons confiance. Autre point évoqué, l'engagement des jeunes en qualité d'ambassadeurs du développement de la région. Et au siège du parti à Abidjan, la ferveur ne retombe pas. On continue de parler de la présidentielle de 2025. C'est le coordonnateur RHDP du Béré, Moussa Dosso, qui invite les militants à se mobiliser et à se ranger autour du président Alassane Ouattara, candidat naturel du parti. Éric Goré. Une élection se gagne par la mobilisation des militants et le RHDP l'a bien compris. Le parti présidentiel est sur le terrain pour recenser, identifier et galvaniser les militants à l'approche de l'élection présidentielle de 2025. Le coordonnateur principal du RHDP de la région du Béré au contact des élus et cadres de la région du Béré. Objectif, prendre en compte les suggestions et préoccupations en vue de rendre le parti plus fort. Dosso Moussa, coordonnateur principal du RHDP du Béré, demande l'implication de tous et de toutes. Tous ici, on s'engage comme une seule personne derrière le président Alassane Ouattara pour réussir notre mobilisation, réussir notre enrôlement, notre identification. Pour moi, il faut qu'on apporte quelques solutions aux problèmes que les militants nous ont posés et trouver des solutions avec la direction exécutive du parti. Le RHDP reste attaché à ses valeurs de remporter toute élection dans les urnes, toujours faire triompher la démocratie. L'élection présidentielle de 2025 reste un enjeu majeur pour le parti au pouvoir. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en image, au Rwanda, nouveau plébiscite pour le président Paul Kagame avec des résultats provisoires qui le créditent de plus de 99% d'un suffrage lors de la présidentielle du lundi 15 juillet 2024.
Pour ce scrutin, il était opposé aux mêmes adversaires que lors de la dernière présidentielle en 2017. Le leader du seul parti d'opposition autorisé, Franck Abineza, et l'indépendant Philippe Baïmana, face à ce qui avait remporté 98,79% des voix. Des résultats provisoires complets sont attendus le 20 juillet prochain, avant la proclamation des résultats définitifs le 27 juillet prochain. Et puis le président français Emmanuel Macron a accepté officiellement la démission du gouvernement de Gabriel Attal ce mardi soir. Le Premier ministre a quant à lui garanti que son gouvernement assurera jusqu'au bout la continuité de l'État, notamment en vue des Jeux Olympiques. Très belle nuit, Dieu nous garde, bonsoir.